Quelque chose de vraiment effrayant se prépare pour la Russie. Le 25 août, juste après que l'avion militaire des États-Unis avec à son bord le directeur de la CIA, John Radcliffe, ait quitté Moscou, Vladimir Poutine a immédiatement signé 6 décrets, mais n'en a publié que 3. Comme on l'a appris plus tard, Poutine a signé 3 décrets secrets, après que les médias occidentaux ont rapporté que le directeur de la CIA était arrivé à Moscou pour avertir Vladimir Poutine des conséquences si la Russie attaque réellement l'Europe. Et les premiers signes de préparation à une telle guerre sont déjà apparus. Selon les renseignements, les militaires russes ont mené des exercices de préparation à la mobilisation dans la région de Kaliningrad, ainsi que dans d'autres régions, en vérifiant l'infrastructure du ministère de la Défense pour s'assurer de sa capacité à accueillir les nouvelles recrues, et pour leur fournir nourriture et armes. De plus, les services de renseignement américains ont obtenu des informations selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait tenter de tester la solidité de l'Alliance Atlantique. Et là, soudainement, 3 décrets secrets sont publiés en même temps, tandis que la Maison-Blanche, je dirais, garde le silence sur les résultats des négociations entre le directeur de la CIA et Poutine. Et dans ce contexte, la Sberbank russe a effectué des calculs et, de manière inattendue mais publique, est arrivée à la conclusion que le scénario dans lequel la Russie remporte la guerre ne représente que 7%. Et au même moment, l'Arménie a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas aux Russes qui tenteraient de fuir la Russie en Arménie en cas d'annonce d'une nouvelle vague de mobilisation en Fédération de Russie et qu'elle est prête à leur apporter son aide. Voyons ce que peuvent signifier les décrets secrets de Vladimir Poutine, signés tard dans la nuit après que John Radcliffe a quitté Moscou, et quel tableau inquiétant dresse plusieurs évolutions parallèles. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors commençons tout de suite par les décrets mêmes de Vladimir Poutine. Le président russe Poutine a signé 3 décrets secrets lors de la visite inattendue et non annoncée à Moscou du chef de la CIA des États-Unis, John Radcliffe. C'est ce qu'indique le portail d'information juridique de la Fédération de Russie. Selon les données de ce portail gouvernemental, le 25 août, Vladimir Poutine a signé 3 décrets publics et publiés. Les numéros 608, 609 et 610. 2 d'entre eux concernent le changement d'ambassadeur russe en Irak, et un autre modifie la composition de la Commission pour les affaires des personnes handicapées et des anciens combattants. En même temps, le dernier décret publié de Vladimir Poutine, signé la veille du 24 août, porte le numéro 604. Et son contenu d'ailleurs est également déjà connu. Il autorise l'État à placer sous ce qu'on appelle une administration provisoire, et en fait à confisquer pratiquement n'importe quel bien et entreprise si leurs propriétaires n'ont pas assuré une protection adéquate contre les frappes de drones. Autrement dit, littéralement la veille de la visite du directeur de la CIA, le Kremlin s'est accordé le droit d'une nationalisation de fait de n'importe quelle entreprise en Russie, sous prétexte d'une protection insuffisante contre les drones ukrainiens. Eh bien, les 3 décrets suivants sont, pour une raison quelconque, complètement cachés au public. Autrement dit, encore une fois, sur le portail officiel, nous avons le décret 604, puis directement les 608, 609 et 610. 3 sont clairement classifiés. Et c'est là que les spéculations ont commencé sur ce qui pourrait y être caché. Je rappelle le contexte de la visite du directeur de la CIA à Moscou, afin que le lien soit clair. Lors de sa visite à Moscou, la première depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le chef de la CIA a rencontré Vladimir Poutine. Pour cela, le président russe a même annulé l'un des événements, pour lequel des centaines de personnes s'étaient préparées. C'est ce qu'a officiellement annoncé le correspondant du pôle du Kremlin, Alexandre Younatchev. Et il est évident qu'un tel correspondant ne dit que ce que le Kremlin lui permet de dire. Autrement dit, la déclaration selon laquelle Poutine a reporté tous ses plans pour rencontrer le directeur de la CIA est un message du Kremlin lui-même. Ce qui a précisément été le sujet des négociations entre Poutine et Radcliffe reste incertain. Et voilà que le Wall Street Journal écrit que Radcliffe aurait pu apporter à Poutine un avertissement en lien avec les données des services de renseignement américains qui ont montré que le Kremlin prépare une nouvelle vague de mobilisation et une possible provocation à l'encontre de l'OTAN.
En particulier, l'OTAN a constaté que les Russes répétaient activement un scénario d'exercice de mobilisation massive dans la région de Kaliningrad, l'enclave russe en Europe, et que des exercices similaires ont eu lieu dans de nombreuses régions de Russie. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie vérifiait dans quelle mesure les terrains d'entraînement étaient prêts à accueillir massivement des recrues. En même temps que Redcliffe, à Moscou, se trouvait, soit dit en passant, le secrétaire du Vatican aux Affaires internationales, Paul Richard Gallagher. Il a mené des négociations avec Sergueï Lavrov et a déclaré être prêt, je cite, à utiliser tous les outils pour contribuer au règlement en Ukraine. Donc en fait, vous voyez, les États-Unis ont agi de la manière suivante. Redcliffe avait averti qu'il ne fallait pas que Moscou procède à une escalade. Et le représentant du Vatican a immédiatement proposé un plan de paix élaboré par l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Au même moment, le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Arménie, Alen Simonian, a déclaré publiquement que l'Arménie n'empêchera pas les Russes qui tenteront de quitter la Russie pour se rendre en Arménie. En cas d'annonce d'une nouvelle vague de mobilisation, l'Arménie est prête à leur apporter son aide. Voici sa citation. À la frontière, personne n'a l'intention de demander à qui que ce soit pourquoi il est venu ici. À un Russe, je ne peux dire qu'une chose. Bienvenue en Arménie. Ici, nous aimons tout le monde, nous respectons tout le monde, et ils trouveront ici tout ce qu'ils voulaient trouver en venant en Arménie. Et ils pourront retourner en Russie quand cela leur conviendra. Le fonctionnaire a également souligné que les autorités arméniennes non seulement ne feront pas obstacle à l'entrée des Russes, mais qu'elles apporteront aussi leur aide, si nécessaire, aux Russes soumis au service militaire. La déclaration n'est pas venue de nulle part. Comme je l'ai déjà dit, les militaires russes ont déjà commencé à vérifier la préparation des régions à la conscription. Des sources au sein de l'administration américaine ont admis qu'une nouvelle vague de mobilisation était possible. Elle pourrait commencer après les élections de septembre à la Douma d'État, et elle pourrait concerner des Russes ayant une expérience militaire minimale et ne souhaitant absolument pas combattre. Les responsables européens, de leur côté, associaient une mobilisation possible aux lourdes pertes subies par l'armée russe. Selon l'estimation du Centre d'études stratégiques et internationales, d'ici juillet 2026, les pertes des forces armées de la Fédération de Russie ont dépassé 1 400 000 personnes tuées et blessées, et le rythme de recrutement des militaires sous contrat ne couvre plus les pertes. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a d'ailleurs affirmé précédemment qu'à l'automne, la Russie pourrait mobiliser de 300 000 à 500 000 personnes en raison d'une grave manque d'effectifs. Et en Russie même, des cas de mobilisation cachée sont de plus en plus souvent signalés. Au cours du dernier mois et demi, des habitants d'au moins 17 régions se sont plaints de détention forcée et d'être contraints à signer un contrat avec le ministère de la Défense. Et pour finir, je vais présenter le dernier et le plus inattendu élément du tableau d'aujourd'hui. Il s'agit d'un document interne qui éclaire la façon dont la situation est évaluée au sein même de l'entourage proche du Kremlin. Les analystes de la Sberbank russe ont préparé une note intitulée « Scénario pour parvenir à la paix dans le conflit Russie-Ukraine », prétendument obtenue à partir de la correspondance du président de la banque, German Greff, et ont évalué 8 scénarios possibles pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Même à la Sberbank de Russie, ils n'ont estimé la probabilité d'une victoire militaire décisive de la Russie qu'à 7%. Et encore, sur un horizon de 12 à 24 mois. Et pour une telle victoire, selon les calculs des analystes russes eux-mêmes, il faudrait mobiliser ces mêmes 500 000 personnes, augmenter la production de bombes aériennes et renforcer la défense antiaérienne. Et une percée dans la création d'essaims de drones autonomes capables de se coordonner grâce à l'intelligence artificielle sans opérateur. La note reconnaît directement l'ampleur des problèmes internes. Le déficit budgétaire de la Fédération de Russie pour le premier trimestre s'est élevé à 4,6 billions de roubles, alors que le plan annuel était de 3,8 billions. Le taux directeur est de 15%, et les revenus pétro-gaziers ont chuté de 45%. Dans l'industrie de la défense, il manque environ 400 000 travailleurs. Il y a une pénurie de microélectronique, de munitions et de moteurs. La Russie a perdu jusqu'à 35 composants de défense aérienne
et les pertes militaires sont estimées en moyenne à 30 000 personnes par mois. Ce sont des morts et des blessés. Dans le même temps, environ 90 nouveaux soldats sous contrat sont simplement utilisés pour compenser ces mêmes pertes. Le scénario le plus probable selon les analystes russes de Sberbank est l'accord de Trump. 32% de probabilité, horizon de 6 à 12 mois. Selon ce scénario, Trump accélère la conclusion d'un accord avant les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre. La guerre est gelée sur la ligne de front actuelle, une partie des sanctions est levée et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste bloquée. En deuxième position, il y a ce qu'on appelle le gel à la coréenne, 22%. Les hostilités à grande échelle cessent sans traité de paix formel. Le front se stabilise, mais juridiquement la guerre continue. La guerre des drones se poursuit à faible intensité. En tout, ces deux scénarios donnent une probabilité totale de 54%. Donc au Kremlin même, d'après cette fuite, ils considèrent que le scénario le plus réaliste est justement le gel du conflit et non une quelconque victoire de la Russie. Encore une fois, la Sberbank de Russie estime la victoire de la Russie à 7%. Dans le même temps, les analystes indiquent clairement que la fenêtre de négociation la plus favorable pour la Russie, c'est en ce moment même, et qu'après, vers la fin de l'année et au-delà, les positions de Moscou pourraient se détériorer en raison de l'épuisement de la liquidité. Une partie du Fonds national de bien-être, qui s'élève à environ 4 000 milliards de roubles, avec un rythme de retrait d'environ 400 milliards de roubles par trimestre. D'après ce que vous pensez des conclusions, écrivez dans les commentaires sous une estimation réaliste du gel, et non de la chaîne. Три засекреченных указа. Здесь поставлю многоточие, ваше мнение, ваши выводы пишите в комментариях под этим выпуском, подписывайтесь на канал. Appuyez sur la victoire, mais selon une estimation réaliste, ce n'est pas vraiment une victoire.